Sous mes yeux, ce qui fut un vase inestimable de la dynastie Ming n'essaime plus qu'un parterre de confettis en céramique sur le sol du musée Montgomery. Au diable tout ça! Mes mains tremblent tandis que je photographie chaque fragment. 20 ans d'expérience dans la restauration de céramique et je n'ai jamais vu une destruction aussi totale. L'agent de sécurité l'a trouvé ce matin, brisé au-delà de toute technique de réparation que je connaisse. Le docteur Harrison déboule dans le laboratoire de conservation, le visage plus rouge que l'argile de l'Alabama. Nina James, j'espère pour vous que ce n'est pas de votre faute. Monsieur, je l'ai mis en sécurité hier, comme il se doit. Il a bien fallu que quelqu'un... Je me fiche de savoir si ce sont des extraterrestres. Il shoote dans un fragment. La réunion du conseil d'administration est dans 2 heures. Ce vase valait plus que votre salaire annuel. Mon estomac se noue. Le musée supprime des postes depuis des mois. Une erreur de plus et je suis dehors. Docteur Harrison, je peux le réparer. J'ai juste besoin des bons matériaux. Il existe une composition d'argile spécifique qui correspond parfaitement aux céramiques Ming. Et où comptez-vous trouver ça, exactement? J'avale ma salive avec difficulté. De l'argile du désert, dans les collines aux environs de Montgomery. Elle est à la teneur en minéraux parfaite, mais son extraction requiert une technique spécialisée. Harrison consulte sa montre. Vous avez 2 semaines? Trouvez votre argile, réparez mon vase ou trouvez un nouveau travail. Après son départ, je reste assise au milieu des morceaux, l'esprit en ébullition. Je ne connais qu'une seule personne assez folle pour me guider dans les collines désertiques de l'Alabama, mais appeler Desert Adventures LLC signifie avoir affaire à leur guide la plus expérimentée. Le téléphone sonne 2 fois avant qu'une voix assurée ne réponde. Desert Adventures, Lana Roberts à l'appareil. J'ai besoin d'un guide pour une extraction d'argile dans les collines. Elle rit, un rire chaleureux et légèrement moqueur. Extraction d'argile? Laissez-moi deviner, vous êtes une citadine avec des idées romantiques sur le fait de jouer dans la boue? Je suis spécialiste en restauration de céramique, c'est professionnel. Bien sûr. À quand remonte votre dernier camping sans service en chambre? Mes joues s'empourprent. Ça n'a aucun rapport. Tout a un rapport dans le désert, ma chérie. La chasse à l'argile, c'est 3 jours minimum, terrain accidenté, pas de réseau. Vous êtes sûr de pouvoir gérer ça? À travers la fenêtre du laboratoire, je vois le docteur Harrison parler aux membres du conseil. Ma carrière ne tient qu'à un fil plus fin qu'une glaçure de céramique. Je gérerai tout ce qu'il faudra. Très bien, retrouvez-moi demain à la ferme aux fraises de Hillcrest à 9 heures. On verra de quoi vous êtes faite avant que je ne risque nos 2 villas d'or. Après qu'elle a raccroché, je contemple les débris du vase. 20 ans à jouer la sécurité, à suivre les règles, à faire profil bas. Et maintenant, je confie mon avenir à une guide du désert qui a l'air de manger les citadines au petit déjeuner. Mais quel autre choix ai-je? J'arrive à la ferme aux fraises de Hillcrest en m'attendant à un baroudeur bourru en tenue de camouflage. À la place, je trouve une femme blonde accroupie entre les rangées de fraisiers, ses mains burinées par le soleil, se déplaçant avec une efficacité experte. Elle doit avoir 35 ans, avec cette posture assurée de ceux qui ne doutent jamais de rien. Vous devez être la dame de la céramique. Elle se lève, essuyant la terre sur un jean délavé. Ses yeux bleus m'évaluent comme si j'étais un terrain à cartographier. Je suis Lana Roberts. Nina James. Je tends la main pour une poignée professionnelle, mais elle se dirige déjà vers les plants de fraises. La survie dans le désert commence par les bases. Les citadins pensent qu'ils peuvent débarquer dans des environnements hostiles sans en comprendre les fondamentaux. Elle me tend un panier. On va cueillir des fraises, celles qui trouvent les plus grosses et les plus sucrées des gagnes. C'est ridicule, j'ai besoin d'un guide pour une extraction d'argile, pas d'une thérapie agricole. Vous avez besoin de me prouver que vous n'allez pas me claquer entre les doigts. Elle commence à cueillir à une vitesse fulgurante. La compétition révèle le caractère. Commencez à cueillir. Très bien. Je saisis les fraises avec la même précision que j'utilise pour la restauration, examinant chacune pour sa taille et sa maturité parfaite. Mais Lana se déplace entre les rangées comme si elle était née parmi elles, son panier se remplissant 2 fois plus vite que le mien. Vous réfléchissez trop? Lance-t-elle. Parfois, il faut faire confiance à son instinct. L'instinct ne restaure pas des artefacts inestimables. Non, mais il vous maintient en vie quand le GPS lâche et que le yo vient à manquer. Je trouve une grappe d'énormes fraises et brandis mon trophée. Battez ça.
Lana examine ma fraise, puis en sort une encore plus grosse et sucrée. Elle la croque, le jus coulant sur son menton. Vous voulez goûter? Quelque chose dans sa façon de le dire fait un bond dans mon estomac. J'accepte la fraise, nos doigts s'effleurent. Elle est parfaitement sucrée. Pas mal pour une citadine, admet-elle. Le tonnerre gronde au-dessus de nos têtes. En quelques minutes, la pluie s'abat sur la ferme avec la fureur d'un été en Alabama. Lana me saisit la main et m'entraîne vers une grange usée par le temps. Merde, cet orage sort de nulle part, marmonne-t-elle en secouant l'eau de ses cheveux. À l'intérieur, l'air embaume le foin. La pluie tambourine sur le toit de tôle pendant que nous reprenons notre souffle. Dans la pénombre, je remarque des détails que j'avais manqués. Les rides du rire au coin de ses yeux, ses mains calleuses qui parlent d'un vrai travail, sa façon de bouger comme si chaque espace lui appartenait. Alors, pourquoi la céramique? Demande-t-elle en s'asseyant sur une botte de foin. J'ai commencé à l'université. Il y a quelque chose dans le fait de prendre des choses brisées et de les reconstituer. Je m'assieds en face d'elle, soudain mal à l'aise. À votre tour, pourquoi guider les gens dans le désert? La liberté, je suppose. Pas de politique de bureau, personne pour vous dire comment faire votre travail. Juste vous, la nature et le défi qu'elle vous lance. Hmm, ça a l'air solitaire. Parfois, mais c'est honnête. L'orage s'intensifie, des éclairs illuminent chaque rang, la grange par flash rapide. Dans un de ces instants, je la surprends à me regarder avec une expression que je n'arrive pas à déchiffrer. Vous avez déjà été avec quelqu'un qui comprenait vraiment votre travail? Demande-t-elle à voix basse. Non. La plupart des gens pensent que la restauration de céramique, c'est juste du bricolage glorifié. Je marque une pause. Et vous? Une fois, elle pensait que mon travail, c'était juste jouer dans la boue. La voix de Lana porte une vieille blessure. Il s'est avéré qu'elle voulait quelqu'un de plus conventionnel. Son erreur? Peut-être. Nous restons assises dans un silence confortable à écouter la pluie. Quand un nouvel éclair zèbre le ciel, je réalise que nous nous sommes rapprochés sans que je m'en aperçoive, assez près pour que je puisse voir des éclats dorés dans ses yeux bleus. Nina? Sa voix est bête, c'est plus douce maintenant. Oui? La journée de demain sera plus dure que de cueillir des fraises. Je peux le gérer. Je commence à croire que vous le pouvez. L'orage passe, laissant tout propre et humide. Mais quelque chose a changé entre nous dans cette grange, quelque chose que je ne peux pas encore nommer, mais que je peux définitivement sentir. L'aube se lève sur les collines de l'Alabama alors que je me débat avec ma tante, luttant contre des piquets qui semblent pleinement conçus par des sadiques. Pendant ce temps, le campement de Lana ressemble à une photo de magazine de plein air, les bâches parfaitement tendues, le matériel organisé avec une précision militaire. Vous avez planté votre tente sur une fourmilière, observe-t-elle en sirotant son café dans une tasse en métal cabossé. Je baisse les yeux. Effectivement, des fourmis marchant sur mon sac de couchage comme de minuscules conquistadors revendiquant un nouveau territoire. Merde. Surveillez votre langage, citadine. Mais elle sourit. Déplacez vos affaires par ici. On partagera l'espace jusqu'à ce que vous maîtrisiez les bases du camping. L'expédition de 3 jours nous oblige à nous enfoncer plus profondément dans les collines que toute personne saine d'esprit ne s'y aventurerait. Lana navigue sur le terrain rocheux comme si elle lisait un livre familier, tandis que je trébuche sur les racines et maudis mes mains ramollies par le musée. Les dépôts d'argile se forment près des sources d'eau. J'explique, essayant de paraître professionnelle alors que la sueur perle sur mon front. Les études géologiques indiquent plusieurs sites prometteurs dans cette zone. Les études, c'est bien, mais parfois il faut sentir la terre. Elle s'agenouille, passant ses doigts dans le sol. Vous voyez comment cette terre s'agglomère? Mauvaise teneur en minéraux. Je regarde ses mains travailler la terre avec la même attention que je porte aux céramiques endommagées. Il y a quelque chose d'hypnotisant dans son assurance, dans la façon dont elle est à sa place ici. Le soir, mes pieds hurlent et mon dos me fait mal, mais j'ai tenu le rythme. Lana allume un feu pendant que je me bats ici avec des sachets de repas lyophilisés qui ont le goût de carton trempé dans la tristesse. Parlez-moi du vase, dit-elle, les flammes dansant entre nous. Dynastie Ming, début du XVe siècle, porcelaine bleue et blanche avec des motifs de dragon. Il vaut probablement plus que ma maison. Je pique mon poulet caoutchouteux. Quelqu'un l'a détruit délibérément.
C'est obligé. Les enregistrements de sécurité ne montrent rien, mais un tel niveau de dégâts n'arrive pas accidentellement. Vous pensez que quelqu'un essaie de vous faire virer? Peut-être. La politique au musée est brutale. Le docteur Harrison cherche des raisons de couper des postes. On dirait que vous avez besoin de nouveaux alliés. J'ai besoin de garder mon travail, c'est tout ce que je connais. Lana m'étudie à travers la lumière vacillante. Parfois, ce que nous connaissons n'est pas ce dont nous avons besoin. Le vent se lève à la tombée de la nuit. Ma tante Bon Marché commence à battre comme un oiseau mourant, les piquets s'arrachant du sol rocheux. Lana observe mon abri pathétique avec un œil professionnel. Une tempête arrive vite, annonce-t-elle. Votre tante ne tiendra pas 10 minutes. Comme invoqué par ses paroles, le vent hurle à travers les collines. Le sable fouette l'air, piquant la peau exposée. Ma tante s'effondre complètement, les piquets volant comme des missiles. Entrez ici, crie Lana par-dessus le vent en tenant ouverte sa tente de montagne. J'attrape mon sac de couchage et plonge à l'intérieur juste au moment où la tempête de sable frappe de plein fouet. La tente tremble mais tient bon, l'installation experte de Lana résistant à la fureur de la nature. À l'intérieur, l'espace est exigu. Nous sommes pressés paumes l'une contre l'autre, écoutant le sable crépiter contre les parois de la tente comme une pluie en colère. Le sac de couchage de Lana est à quelques centimètres du mien, son corps dégage une chaleur perceptible dans le petit espace. Combien de temps durent ces tempêtes? Je demande. Ça pourrait durer des heures. Elle ajuste sa position, frôlant accidentellement mon bras. Désolée. Snest? Rien. Mais ce n'est pas rien. Ritent, j'essaye, car quelque chose d'électrique passe entre nous à ce contact. Dans la faible lumière de la tente, son visage est si proche que je peux voir son pouls battre à sa gorge. Nina? Sa voix est à peine audible par-dessus la tempête. Oui, je devrais probablement vous dire quelque chose. Mon cœur s'emballe. Quoi? Au lieu de répondre avec des mots, elle se penche en avant. Ses lèvres effleurent les miennes, doucement, comme une question. Un instant, je me fige, puis quelque chose en moi se brise comme une pluie de printemps, et je lui rends son baiser. La tempête fait rage dehors, mais à l'intérieur de cette tente, pressée contre cette femme qui a le goût de l'aventure et de ses six darons possibles, tout le reste disparaît. Quand nous nous séparons enfin, toutes deux à bout de souffle, le monde a basculé sur son axe. Merde, murmure-t-elle. Ouais, nous restons allongés là, sans nous toucher, mais conscientes de chaque centimètre d'espace entre nous. La tempête s'apaise progressivement, mais aucune de nous ne songe à s'éloigner. C'est vraiment pour ça que vous m'avez amenée ici? Je demande doucement. Non. Mais, mais je ne regrette pas que ce soit arrivé. Moi non plus. Et le matin apporte un silence gêné et des distances prudentes. Nous levons le camp sans mentionner le baiser de la nuit dernière. Mais je surprends Lana à me regarder quand elle pense que je ne la vois pas. Chaque contact accidentel provoque des étincelles. 2 heures de marche plus tard, je le vois. Une falaise exposée avec des taches rouge-brun caractéristiques qui crient une forte teneur en fer. Là, je pointe du doigt. C'est la composition d'argile parfaite pour la restauration Ming. Lana suit mon regard, puis étudie le terrain. Y monter ne sera pas facile. Roche friable, pente raide. Vous en êtes sûr? Je sors déjà mes outils géologiques, l'excitation l'emportant sur la fatigue. Absolument. Regardez ces dépôts minéraux, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Elle me regarde travailler et quelque chose change dans son expression. Alors qu'hier, elle semblait amusée par mes difficultés de citadine, elle les étudie maintenant mon expertise avec un réel intérêt. Vous vous y connaissez vraiment, dit-elle alors que j'extrais soigneusement des échantillons d'argile. 20 ans d'expérience, on ne sauve pas des artefacts inestimables en devinant. J'étiquette chaque échantillon avec une précision scientifique. Cette argile a l'équilibre minéral parfait pour correspondre aux céramiques chinoises du XVe siècle. Impressionnant. La panne d'équipement survient sans prévenir. Notre GPS se met à afficher des coordonnées aléatoires, puis s'éteint. Le téléphone satellite ne se connecte pas. Même la boussole de secours de Lana tourne en rond. Éruption solaire, peut-être, marmonne-t-elle en vérifiant méthodiquement les appareils. Parfois, les interférences électromagnétiques provoquent une panne totale du système. Comment rentre-t-on sans navigation?
À l'ancienne, lire le terrain, suivre les sources d'OTO, utiliser les étoiles pour s'orienter. Elle remet son sac sur ses épaules. Mais nous sommes coincés ici pour une nuit de plus, peut-être deux. La pensée de passer plus de temps seule avec elle m'envoie des émotions contradictoires, un mélange d'anticipation et de terreur. Nous installons le campement dans une vallée abritée alors que le coucher du soleil peint le ciel d'un orange profond. Sans l'urgence d'atteindre notre destination, la conversation était plus fluide. Lana allume un autre feu parfait pendant que je trie les échantillons d'argile. Je peux vous poser une question personnelle dit-elle. Allez-y. Vous êtes déjà sorti avec une femme? Ma main s'immobilise sur les récipients d'échantillons. Non, enfin, je me suis posé la question, mais je ne suis jamais passée à l'acte. Qu'est-ce qui, oui, qui vous a fait vous poser la question? Toi, je pense à des colocataires lesuades à l'université, à des collègues féminines, à la façon dont certaines femmes me faisaient ça tantôt, me faisaient ressentir des choses que je ne pouvais pas nommer. Je suppose que j'ai toujours cru que j'appréciais simplement leur intelligence ou leur style sans jamais le lier à de l'attirance. Et maintenant? Maintenant, je remets en question tout ce que je croyais savoir sur moi-même. Lana tisonne le feu, des étincelles s'élevant dans le ciel qui s'assombrit. J'ai fait mon coming out à 22 ans. Le plus dur a été de le dire à ma famille. Comment l'ont-ils pris? Ma sœur, Ella, a été protectrice, inquiète que je sois blessée. Mes parents ont mis plus de temps à l'accepter, mais ils l'ont fait. Vous avez de la chance. Oui, elle me regarde droit dans les yeux. Et votre famille? Il ne m'en reste pas beaucoup, ça simplifie les choses, j'imagine. Le feu baisse entre nous. Les étoiles s'apparaissent, brillantes, sans la pollution lumineuse de la ville. Je m'allonge sur mon sac de couchage, montrant les constellations. La ceinture d'Orion, là et ça, c'est Cassiopée. Lana s'installe à côté de moi, assez près pour que nos épaules se touchent. Vous connaissez l'astronomie aussi? La céramique exige de comprendre le contexte historique. Les peuples anciens utilisaient les étoiles pour la navigation, la mesure du temps, les cérémonies religieuses. Tout est si lié? Tout est lié avec vous, n'est-ce pas? Avant que je puisse répondre, elle se tourne vers moi. Son visage est à quelques centimètres, la lumière des étoiles se reflétant dans ses yeux bleus. Nina, je sais, je murmure. Cette fois, quand elle m'embrasse, il n'y a aucune hésitation, pas de tempête nous forçant l'une contre l'autre, aucun contact accidentel, juste un choix délibéré et un désir grandissant. Ses lèvres sont chaudes et sûres, sa main trouvant la courbe de ma taille. Nous nous embrassons jusqu'à ce que respirer devienne difficile, jusqu'à ce que l'espace entre nos sacs de couchage disparaisse complètement. Quand elle se recule, nous tremblons toutes les deux. C'est de la folie. Je souffle. Probablement. Son pouce trace ma lèvre inférieure, mais j'avais envie de faire ça depuis hier matin. Seulement hier? Peut-être depuis votre premier appel, quand vous avez exigé un guide comme une princesse autoritaire. Je n'étais pas autoritaire. Absolument que si. C'était sexy en diable. Nous rions doucement, la tension se brisant, mais sans disparaître. L'air de la nuit se rafraîchit, mais la chaleur entre nos corps crée son propre climat. Qui se passera quand on rentrera? Je demande. Je ne sais pas. Son honnêteté est à la fois rafraîchissante et terrifiante, mais j'aimerais bien le découvrir. Le sommeil vient par intermittence, rempli de rêves de céramiques brisées, de tempêtes de désert et du goût des fraises. De retour à Montgomery, je me jette dans le travail de restauration avec une intensité frénétique. L'argile du désert se révèle parfaite, se liant aux fragments comme s'ils avaient toujours été faits l'un pour l'autre. Mais chaque fois que je mélange l'argile, je pense aux mains de Lana tamisant la terre, à son sourire confiant quand elle a trouvé les bons gisements. Mon téléphone vibre constamment avec ses textos. Comment avance le vase? Le musée te traite mieux? Le désert te manque déjà? Je me surprends à sourire devant mon établi comme une adolescente amoureuse. 3 jours plus tard, le vase Ming est de nouveau entier. Le docteur Harrison examine mon travail à la loupe, cherchant des défauts qui n'existent pas. Remarquable, admet-il à contre-cœur. La restauration est pratiquement indétectable. Merci, monsieur. Ne prenez pas la grosse tête, James. La réunion du conseil est la semaine prochaine. Nous verrons si cela sauve votre poste. Après son départ, j'envoie un texto à Lana immédiatement. Le vase est parfait. Tu as sauvé ma carrière.
Sa réponse arrive en quelques minutes. Nous l'avons sauvé ensemble. L'invitation arrive le même après-midi, le mariage de Sarah Mitchell, ma colocataire de l'université. Nous avions perdu contact après la remise des diplômes, mais apparemment, elle a retrouvé mon adresse au musée. Je suis sur le point de jeter l'invitation quand je vois le lieu, le country club de Montgomery, ce samedi. Je n'ai pas pensé à Sarah depuis des années. Nous étions proches à l'université, peut-être trop. J'avais toujours attribué ma fascination pour elle à de l'admiration pour sa confiance, son aisance avec les gens. Maintenant, en pensant à Lana, ces vieux sentiments prennent un sens différent. Samedi arrive avec une chaleur étouffante. Je porte la même robe noire que je garde pour les collectes de fonds du musée, espérant me fondre dans le décor. Mais au moment où j'entre dans la salle de bal du country club, décorée de roses blanches et de guirlandes lumineuses, j'aperçois la mariée à l'autre bout de la pièce. Sarah est radieuse dans une robe de soie blanche fluide, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant. Elle a toujours été belle, mais aujourd'hui, elle rayonne d'un bonheur qui me serre la poitrine. Nina James! Elle se précipite vers moi, les bras ouverts. Je n'arrive pas à croire que tu sois venue. Félicitations, tu es magnifique. Merci. Elle me serre dans ses bras et pendant un instant, j'ai de nouveau 22 ans, assise dans notre chambre d'étudiante à parler jusqu'au lever du soleil. Il faut que je te présente à tout le monde. Voici ma colocataire de l'université, celle dont je vous ai parlé. Le marié apparaît, grand et conventionnel dans son smoking. Ravi de vous rencontrer, Tina, Nina. Sarah m'a beaucoup parlé de vos aventures à la fac. Que des bonnes choses. Chaudes, j'espère. Sarah rit, mais il y a quelque chose dans ses yeux, une lueur de souvenir qui fait monter la chaleur à mes joues. La cérémonie est belle et traditionnelle. Sarah promet d'aimer et d'honorer son mari homme d'affaires pendant que je suis assise au fond, me souvenant des nuits où elle grimpait dans mon lit pendant les orages, prétendant qu'elle ne pouvait pas dormir seule. De la sensation si naturelle de la tenir dans mes bras, de me réveiller avec ses cheveux sur mon oreiller. À la réception, le champagne coule à flot. Sarah me trouve pendant le dîner, se glissant sur la chaise vide à côté de moi. « Je suis si contente que tu sois là !» dit-elle, légèrement essoufflée par la danse. « C'est comme un point final, tu sais. » Un point final? Elle jette un coup d'œil autour d'elle, s'assurant qu'on ne nous entend pas. « Nina, il faut qu'on parle en privé. » Mon estomac se serre. « Sarah, je ne crois pas que… » « S'il te plaît, la terrasse du jardin, dans 10 minutes. » Elle est partie avant que je puisse protester, me laissant face à ma part de gâteau de mariage intact. La terrasse surplombe des jardins manucurés, éclairés par de douces lanternes. Sarah attend près de la balustrade en pierre, toujours dans sa robe de mariée, mais paraissant soudain vulnérable. « Tu es bien, dit-elle sans préambule. Différente, plus sûre de toi? Merci. Je me suis souvent demandé ce qui se serait passé si on avait été plus courageuse à l'université. » Les mots me frappent comme des coups. « Sarah, tu viens de te marier. » « Je sais, mais il faut que je te le dise. » Elle se tourne pour me faire face entièrement. « Ce que nous avions, ce n'était pas juste de l'amitié, tu le sais, n'est-ce pas? Je pensais que j'imaginais des choses. Tu n'imaginais rien, moi non plus. » Elle s'approche. « Je t'aimais. Nina, probablement plus que je n'ai jamais aimé personne depuis. » « Alors pourquoi? » « Parce que j'avais peur, parce que c'était plus simple d'épouser quelqu'un de sûr, quelqu'un que mes parents comprenaient. » Des larmes brillent dans ses yeux. « Mais en te voyant ce soir, en me souvenant de nous deux, je n'arrête pas de penser que j'ai choisi le mauvais chemin. » Sarah, arrête. As-tu déjà pensé à nous, à ce qui aurait pu être? Je pense à Lana, aux nuits dans le désert, aux mains tachées d'argile, et à la façon dont elle me regarde comme si j'étais un trésor. J'y ai pensé pendant des années. Et maintenant? Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Le visage de Sarah se fissure légèrement. Un homme? Non, une femme? Quelqu'un qui me donne le courage d'être honnête sur qui je suis. Oh! Elle essuie ses yeux avec précaution pour ne pas abîmer son maquillage de mariage. Tu es heureux? Tu es heureuse? J'y arrive. Elle hoche la tête, se reprenant. Alors j'en suis heureuse. Au moins l'une de nous deux devrait l'être. Nous restons en silence, absorbant le poids de mots venus bien trop tard. À l'intérieur, l'orchestre joue un morceau lent et romantique, tandis que le nouveau mari de Sarah se demande probablement où sa femme a bien pu passer. « Je devrais y retourner, dit-elle enfin. « Oui. » Elle m'embrasse doucement sur la joue, comme une bénédiction.
Sois courageuse, Nina. Ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Je la regarde retourner à sa réception, à sa nouvelle vie, à son choix de sécurité. Mon téléphone vibre. Un autre message de Lana. Je pense à toi, hâte de te revoir. Ah, pour la première fois de ma vie d'adulte, je sais exactement ce que je veux et qui je suis. Lundi matin, j'arrive au musée plus tôt que d'habitude, l'esprit obsédé par le vase Ming restauré. Le mariage de Sarah m'a déstabilisée, mais aussi étrangement libérée. Pour la première fois, je comprends la différence entre l'admiration et l'attirance, entre l'amitié et l'amour. Je dispose le vase dans sa vitrine avec une précision méticuleuse, chaque mouvement est délibéré. La restauration est parfaite, chaque fissure invisible. Mais le processus m'a changé, plus encore que l'artefact. Déjà au travail, Nina. Troy Walker est appuyé contre le chambranle de la porte de mon laboratoire, une tasse de café à la main. Il a toujours été amical, peut-être trop, mais je n'y ai jamais prêté beaucoup d'attention. Réunion du conseil cet après-midi. Je veux que tout soit parfait. Ça l'est déjà. Il s'approche, étudiant le vase. Tu fais un travail incroyable. Merci. Je le pense vraiment. Tu as un talent dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Sa voix a des sous-entendus que j'ignore depuis des mois. On devrait fêter ça ce soir, un dîner. Avant que je ne puisse poliment décliner, des pas résonnent dans le couloir. Lana apparaît sur le seuil, une enveloppe craft à la main et ce sourire confiant qui accélère mon pouls. J'espère que je ne dérange pas, dit-elle, mais ses yeux sont rivés sur les miens. Troy se redresse, son instinct territorial visiblement en alerte. Je ne crois pas qu'on se soit présenté. Troy Walker, spécialiste en céramique. Lana Roberts, guide du désert. Elle lui serre la main brièvement avec un air de dédain. J'ai apporté les photos de notre expédition, Nina. Je me suis dit que tu les voudrais pour la documentation. Elle étale les photos sur mon établi. Des paysages désertiques, des dépôts d'argile, notre campement. Mais mêlées aux clichés professionnels, il y a des photos de moi prises sur le vif, moi au travail, en train de rire, complètement absorbée par des échantillons géologiques. Elles sont magnifiques, dis-je dans un souffle, en prenant une photo où la lumière dorée du soir rend tout magique. Tu es photogénique, murmure Lana. Troy s'éclaircit la gorge. Bon, je vais vous laisser à vos souvenirs de randonnée. Nina pense au dîner. Après son départ, la tension dans la pièce change radicalement. Lana se rapproche, sa main effleure la mienne alors que nous regardons les photos. Un ami demande-t-elle. Un collègue, il est inoffensif. Il n'en avait pas l'air. Il y a une possessivité dans sa voix qui réchauffe ma poitrine. Tu es jalouse? Peut-être. Elle se tourne vers moi. J'ai pensé à toi constamment, à nous. Moi aussi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Nina? Je ne sais pas, mais je veux le découvrir. Le musée semble différent avec elle. C'est comme si elle apportait l'énergie du désert dans cet espace institutionnel et stérile. Je lui fais visiter, lui explique les processus de restauration, partage ma passion pour redonner vie aux objets brisés. C'est ton monde, observe-t-elle en me regardant manipuler de délicats artefacts. Une partie et l'autre partie? Je suis encore en train de la découvrir. La lumière de fin d'après-midi filtre à travers les hautes fenêtres alors que je termine ma documentation. Le musée devient silencieux, la plupart du personnel est rentré. Lana attend patiemment, posant parfois des questions sur les pièces de ma collection. C'est beau ici, après la fermeture, dit-elle en étudiant des poteries anciennes dans les vitrines. C'est paisible. Je reste souvent tard juste pour réfléchir. À quoi? À tout. Le travail, la vie, les choix. Je verrouille les portes des armoires avec des gestes rodés. Et ces derniers temps, à toi. Elle se rapproche, me pressant doucement contre l'établi. Quoi? À propos de moi? À ce que tu me fais ressentir, à ce qui se passe entre nous. Ses mains encadrent mon visage, ses pouces caressent mes pommettes. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Je n'ai pas encore les mots pour le dire. Alors, n'utilise pas de mots. Ce baiser est différent de nos rencontres dans le désert. Il est délibéré, sans hâte, plein de promesses. Ses lèvres sont chaudes et assurées, son corps se presse contre le mien avec une urgence croissante. Quand ses mains glissent jusqu'à ma taille pour m'attirer plus près, toute pensée rationnelle m'abandonne. Nous sommes entourés par des siècles d'art humain, des artefacts qui ont survécu aux guerres et aux désastres, mais rien ne semble aussi précieux que ce moment, que cette connexion entre nous. Sa bouche se déplace vers mon cou, trouvant des points sensibles qui me font halter. Mes doigts s'en mêlent dans ses cheveux blonds, la retenant près de moi alors que le désir monte entre nous comme un orage d'été.
Nina, souffle-t-elle contre ma gorge. Je sais, d'une manière ou d'une autre, nous nous retrouvons sur le canapé en cuir de mon bureau, nos mains explorant, nos vêtements devenant des obstacles. Elle me touche comme si j'étais un objet rare et précieux, ses doigts cartographiant ma peau avec la même attention minutieuse qu'elle accorde au terrain désertique. Quand elle se recule pour me regarder, ses yeux bleus sont sombres de désir. Tu es sûre? Au lieu de répondre avec des mots, je l'attire vers moi pour un autre baiser, plus profond cette fois, plein de permissions et de promesses. Les murs anciens du musée ont été témoins d'innombrables drames humains, mais celui-ci nous appartient uniquement à nous. Plus tard, nous sommes allongés, enlacés sur le canapé étroit, nos respirations revenant lentement à la normale. La lumière des lampadaires filtre à travers les fenêtres, dessinant des motifs sur notre peau. Ça change les choses, dit Lana doucement. Je l'espère. Elle trace des motifs paresseux sur mon épaule. Qui se passe maintenant? Je ne sais pas, mais je veux le découvrir. Même si c'est compliqué. Surtout si c'est compliqué. Nous nous rhabillons lentement, retournant à contre-cœur à nos rôles et responsabilités, mais quelque chose de fondamental a changé entre nous, quelque chose qui ne peut être ni défait ni ignoré. En marchant vers le parking, Lana me prend la main naturellement, comme si nous faisions ça depuis des années. On dîne ensemble demain? Demande-t-elle. Oui, chez moi cette fois. J'ai hâte. Elle s'éloigne en voiture, me laissant sous les lampadaires, changer d'une manière que je commence à peine à comprendre. L'appartement de Lana reflète parfaitement sa personnalité. Meubles minimalistes, photos du désert sur des murs de briques apparentes, chaussures de randonnée près de la porte. Elle cuisine des pâtes avec une habileté surprenante pendant que j'examine sa bibliothèque remplie de guides de survie et de manuels de géologie. Tu as vraiment lu tout ça? Je demande en sortant un volume sur la composition des minéraux. La connaissance te maintient en vie là dehors. Elle remue la sauce, ses mouvements sont efficaces et gracieux. Et puis, j'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Moi aussi. La soirée se déroule naturellement. Nous mangeons à la lueur des bougies, parlant de tout et de rien. Sa main trouve la mienne sur la table, nos doigts s'entrelacent comme s'ils en avaient l'étu. L'habitude. Reste cette nuit, dit-elle à la fin du dîner. J'espérais que tu le demanderais. Mais notre bulle de paix éclate le lendemain matin quand quelqu'un frappe violemment à sa porte à 7 heures. Lana ouvre. Une voix de femme, urgente et familière. Lana enfile un peignoir, me jetant un regard d'excuse. C'est ma sœur. Ella Roberts déboule comme un ouragan blond et s'arrête net en me voyant sur le canapé, enroulée dans les draps de Lana. Merde alors. Ella croise les bras, m'étudiant avec des yeux bleus hostiles, identiques à ceux de Lana. Alors, c'est toi, la fille du musée? Ella, voici Nina. Nina, ma sœur, Ella. Enchantée. Le ton d'Ella suggère tout le contraire. Je peux te parler en privé, Lana? Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant Nina. Très bien. Ella se tourne vers moi. Quelles sont tes intentions avec ma sœur? Ella, la voix de Lana est un avertissement. Non, c'est une question légitime. Ella fait les 100 pas comme un animal en cage. Tu sais ce qui s'est passé la dernière fois qu'elle s'est impliquée avec quelqu'un qui n'assumait pas? Mon estomac se noue. Qu'est-ce qui s'était passé? La mâchoire de Lana se crispe. Ella, arrête. Rebecca Martinez, avocate à Birmingham. Elle a gardé Lana secrète pendant 8 mois, puis l'a larguée la semaine avant la fête de Noël de son cabinet parce qu'elle ne supportait pas d'être vue en public avec une autre femme. Les mots me frappent comme des coups. Je serre le drap plus fort autour de moi, me sentant soudainement exposée. C'était différent, dit Lana doucement. Vraiment? Les yeux d'Ella se plantent dans les miens. Dis-moi, Nina, combien de gens dans ton musée chic savent que tu couches avec des femmes maintenant? Je ne l'ai encore dit à personne. Encore, c'est au moins prometteur. Ella s'adoucit légèrement. Écoute, je ne te connais pas, mais je connais ma sœur. Elle ne fait pas dans le plan cul, et elle ne fait certainement pas dans le secret. Après le départ d'Ella, qui a promis de prendre des nouvelles bientôt, la tension remplit l'appartement comme de la fumée. Je suis désolée pour ça, dit Lana en débarrassant la table du petit déjeuner avec une force inutile. Elle est prestée et protectrice, je comprends. Vraiment? Lana se tourne vers moi. Parce qu'elle n'a pas tort? Je ne serai le vilain petit secret de personne. Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Mais tu n'as pas vraiment fait la publicité de notre relation non plus.
Le mot relation flotte entre nous, lourd de sous-entendus. Avons-nous une relation ou explorons-nous juste une attirance sans engagement? C'est nouveau pour moi, dis-je prudemment. J'ai besoin de temps pour y voir clair. Combien de temps? Je ne sais pas. Lana hoche la tête, mais quelque chose change dans son expression. D'accord. Eh bien, prends tout le temps qu'il te faudra. Ce soir-là, elle annule notre dîner. Le lendemain, ses messages deviennent plus courts, moins fréquents. À la fin de la semaine, je fixe mon téléphone, me demandant comment nous sommes passés d'une connexion intime à une distance polie si rapidement. La réunion du conseil du musée m'offre une distraction inopportune. Le docteur Harrison annonce des mesures de réduction des coûts qui font de mon vase restauré un sursis temporaire plutôt qu'un salut. Nous supprimons 2 postes dans le département de la conservation, annonce-t-il au personnel assemblé. Les décisions seront basées sur les performances récentes et le potentiel futur. Troy me trouve dans la salle de pause plus tard, l'inquiétude peinte sur son visage. Ça va? Tu as l'air stressé? Juste fatigué? Tu veux en parler? Je sais écouter. Un instant, j'y songe. Troy est sûr, simple, intéressé. Il ne me forcerait jamais à questionner ma sexualité ou à faire des choix difficiles sur le fait de me révéler. Il y a quelqu'un, m'entends-je dire, la guide du désert. Je lève les yeux, surprise. Comment tu savais? La façon dont tu regardais ces photos, la façon dont tu vérifies ton téléphone sans arrêt. Il s'assoit en face de moi. Elle a de la chance. Je ne pense pas qu'elle se sente chanceuse en ce moment. Des problèmes de couple, des problèmes d'identité. Je ne suis pas sûre d'être prête pour ce dont elle a besoin. Troy réfléchit. Je peux te dire quelque chose? Je sais que je suis attirée par toi depuis des mois, mais je n'ai jamais rien dit parce que je sentais que tu n'étais pas disponible, ni physiquement, ni émotionnellement. Troy, laisse-moi finir. Quoi qu'il se passe avec elle, c'est réel. Je vois que ça t'a changé. Ne jette pas ça en l'air parce que tu as peur. Et si je ne suis pas assez courageuse, alors tu le regretteras pour toujours. Cette nuit-là, assise dans mon appartement vide, je pense au mariage de Sarah, au choix de la sécurité plutôt que de l'authenticité, à Rebecca Martinez et à la douleur dans les yeux d'Ella quand elle parlait de secrets et de honte. Mon téléphone reste silencieux sur la table basse. Lana n'a pas envoyé de message depuis 2 jours. Dehors, la chaleur estivale de Montgomery pèse contre les fenêtres pendant que je décide qui je veux être. L'appel du docteur Harrison arrive à 6 heures du matin un mardi, me tirant d'un sommeil agité. Nina, j'ai besoin de vous dans mon bureau immédiatement. Nous avons un problème. Le musée bourdonne d'une activité matinale inhabituelle. Des membres du conseil sont regroupés dans le bureau d'Harrison, les visages graves. À travers la vitre, je vois mon vase Ming restauré, posé sur son bureau comme une pièce à conviction. Asseyez-vous. La voix de James Harrison est sans appel. Le Musée des Beaux-Arts d'Atlanta vous a offert un poste. Spécialiste senior en restauration de céramique, augmentation de salaire significative, avantages sociaux complets, prime de déménagement. Mon cœur s'arrête. Je n'ai jamais postulé à Atlanta. Ils ont entendu parler de votre restauration du Ming. Les nouvelles vont vite dans notre milieu. Il fait glisser des papiers sur son bureau. Cela résout parfaitement nos problèmes de colonne de budget. Nous éliminons un poste sans licencier personne. Les membres du conseil hochent la tête, approbateurs. Une solution élégante qui donne le beau rôle à tout le monde. Et si je refuse? Alors vous serez licencié vendredi de toute façon. Les coupes d'os budgétaires sont définitives. Les papiers deviennent flous devant mes yeux. Atlanta, à 4 heures de Montgomery, de Lana, de ce que nous étions en train de construire. J'ai besoin de temps pour réfléchir. 24 heures. Et je relaxe. Ils veulent une réponse pour demain. Je conduis sans but dans les rues de Montgomery, passant devant des lieux familiers qui me semblent soudain précieux. La ferme de fraises où Lana et moi nous sommes affrontés pour la première fois, le musée où elle m'a apporté les photos, son immeuble où tout a changé. Mon téléphone sonne. Le nom de Lana sur l'écran fait bondir mon pouls. Allô? Je réponds prudemment. Nina, je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord? As-tu honte de moi? La question me frappe de plein fouet. Quoi? Non? Jamais. Alors pourquoi ne m'as-tu pas présenté à tes collègues? Pourquoi te crispes-tu quand on est en public ensemble? Parce que j'ai peur. Parce que c'est nouveau et terrifiant et complètement en dehors de mon monde contrôlé du musée. Parce que tomber amoureuse d'une femme signifie réécrire tout ce que je croyais savoir sur moi-même. C'est compliqué?
dis-je enfin. Non, ça ne l'est pas. Soit tu veux te couper et toi aussi travailles avec moi au grand jour, soit tu ne le veux pas. Soit je compte assez pour que tu te battes, soit non. Lana, s'il te plaît. J'ai juste besoin de temps. Combien de temps? Nina. Parce que je ne peux pas continuer comme ça. Je ne serai ni ton expérience, ni ta honte secrète. Tu ne l'es pas. Alors prouve-le. Présente-moi à tes amis. Prends ma main en public. Arrête d'agir comme si être avec moi était quelque chose à cacher. Un silence s'étire entre nous. En arrière-plan, j'entends le vent et des voix lointaines. Elle est dans le désert, guidant une autre expédition, vivant sa vie authentique pendant que je me cache dans ma bulle de sécurité. Où es-tu? Je demande. Est-ce que c'est que ça a de l'importance? Pour moi, oui. Expédition dans les collines, 3 jours avec un groupe d'entreprises en séminaire. Sa voix semble fatiguée, distante. Nina, je t'aime, mais je ne peux pas aimer quelqu'un qui a honte de m'aimer en retour. Les mots frappent comme un éternel, comme un éclair dans le désert. Elle m'aime. Elle l'a dit simplement, honnêtement, sans drame ni condition. Je n'ai pas honte de toi, je murmure. Alors, de quoi as-tu honte? De moi-même, de ma peur de 20 ans passés à jouer à la sécurité, à suivre les règles et à ne jamais prendre de risques. On m'a offert un poste à Atlanta, je lâche d'un trait. Silence. Alors, félicitations. Je n'ai pas encore accepté. Mais tu y penses? C'est une bonne opportunité, une promotion, la sécurité financière? Bien sûr, évidemment. Sa voix redevient professionnelle, distante. Eh bien, bonne chance pour ta décision. Lana attend. Mais elle a raccroché. La ligne est morte, me laissant assise dans ma voiture devant le musée de Montgomery, fixant des papiers qui m'offrent tout ce que je croyais vouloir, et rien de ce dont j'ai réellement besoin. Ce soir-là, Troy me trouve encore à mon bureau, regardant fixement des rapports de conservation. J'ai entendu pour Atlanta, dit-il en s'installant sur la chaise en face de moi. Les nouvelles vont vite. C'est une super opportunité. Tu serais folle de ne pas la saisir. Vraiment? Une semaine plus tôt, j'aurais été d'accord sans hésiter. Un plus grand musée, un meilleur salaire, un poste prestigieux. Tout ce pourquoi j'ai travaillé pendant 20 ans. Mais, continue Troy, tu serais aussi en train de fuir. Fuir quoi? Elle, la chose la plus effrayante et la plus importante qui te soit jamais arrivée. Je lève les yeux, surprise par sa perspicacité. Comment tu sais? Parce que je t'ai observée ces dernières semaines. Tu es différente. Plus heureuse, plus vivante, même quand tu es malheureuse parce qu'elle te manque, tu es plus toi-même que je ne t'ai jamais vue. Et si je ne suis pas prête? Et si tu ne l'es jamais? Et si être prête, c'était juste un autre mot pour sécurité et que sécurité, c'était juste un autre mot pour se contenter? Dehors, la nuit tombe sur Montgomery. Quelque part dans les collines, Lana et Pap, probablement cœur en train d'installer son camp, de faire des feux parfaits, de s'orienter grâce aux étoiles pendant que je suis assise sous une lumière artificielle à faire des listes de pour et de contre. Troy, dis-je doucement, je crois que je sais ce que je dois faire. Ah oui? Et c'est terrifiant. Il sourit. Les meilleures choses le sont souvent. Cette nuit-là, j'écris ma lettre de démission et je réserve un vol pour refuser le poste à Atlanta en personne. Certaines conversations exigent de regarder les gens dans les yeux. Mais d'abord, je dois trouver une femme dans le désert et lui dire que l'amour est plus effrayant que n'importe quel risque professionnel que j'ai jamais pris et qu'il en vaut infiniment plus la peine. La réunion du conseil à 8 heures, c'était 8 heures du matin, me donne l'impression de jouer dans une pièce où j'ai oublié mon texte. Les directeurs sont assis autour de la table en acajou poli, tandis que je me tiens devant eux, dans ma meilleure armure professionnelle, la lettre de démission pliée dans la poche de ma veste comme une arme secrète. Le poste à Atlanta offre des opportunités sans précédent, explique le docteur Harrison à des têtes qui opinent. Mademoiselle James représenterait le musée de Montgomery au plus haut niveau de la restauration de céramique. Je suis censée accepter avec gratitude, emballer ma vie dans des cartons, déménager en Géorgie où je ne connais personne et rien. Il y a 6 mois, j'aurais sauté sur l'occasion sans hésiter. En fait, m'entends-je dire, je décline l'offre d'Atlanta. Un silence de mort s'installe dans la pièce. Le visage du docteur Harrison passe par la confusion, la colère, puis la résignation. Nina, c'est de votre carrière dont nous discutons. Oui, monsieur.
Alors expliquez-moi pourquoi vous jetez l'opportunité d'une vie. Je pense aux tempêtes du désert et aux dépôts d'argile, et à la façon dont Lana regarde les étoiles comme si elles étaient nos de vieilles amies, à l'authenticité contre la sécurité, au choix de l'amour plutôt que de la peur. Parce qu'une opportunité ne vaut rien si elle vous éloigne de ce qui compte le plus. Et qu'est-ce qui compte le plus pour vous, au juste, mademoiselle James? La vérité, monsieur. Vivre honnêtement. Construire quelque chose de vrai avec quelqu'un d'extraordinaire. L'expression d'Harrison suggère que j'ai complètement perdu la tête. C'est possible. Mais en ce moment, je préfère la folie à la sécurité. Le conseil d'administration a déjà approuvé votre licenciement, effectif vendredi. Atlanta était votre dernière chance. Je comprends. Quitte cette réunion aurait dû être dévastateur. Au lieu de ça, je me sens plus légère que je ne l'ai été depuis des années. Mon téléphone affiche 17 appels manqués de la société d'expédition de l'ANA. Mon cœur s'arrête. La voix de la réceptionniste tremble quand je rappelle. Mademoiselle James, nous essayons de vous joindre. Il y a eu un accident. Le monde bascule. Quel genre d'accident? Le groupe d'expédition de Mademoiselle Roberts a été pris dans une crue soudaine. Les équipes de mais les équipes de recherche et de sauvetage coordonnent les opérations. Je cours vers ma voiture avant même qu'elle ait fini de parler, les clés tremblant dans mes mains alors que je fonce vers Hill Country. Des véhicules d'urgence sont massés près de la zone de départ de l'expédition, leurs gyrophares rouges et bleus peignant une scène de chaos sur le paysage désertique. Ella Roberts fait les 100 pas près du poste de commandement, des larmes coulant sur son visage. Elle m'aperçoit et court vers moi. Nina, Dieu merci. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Que s'est-il passé? Une crue soudaine a frappé leur campement vers minuit. Le groupe de l'entreprise a réussi à se mettre en hauteur. Zijn dat se mettre en hauteur, mais Lana est retournée chercher du matériel. Le contact radio y a été perdu il y a 2 heures. Mes genoux se dérobent. Ça ne peut pas arriver. Pas maintenant, pas au moment où je comprends enfin ce que je veux. J'y vais. Les équipes de recherche sont déjà déployées. Je connais cette région, je sais où elle irait, comment elle pense. Je prends du matériel d'urgence dans son camion. Je ne vais pas rester là à attendre. Le désert, à l'aube, est différent de mes souvenirs. Les ravins, hier encore à sec, sont maintenant des torrents de eau boueuse. Je suis les coordonnées GPS de leur dernière position connue, hurlant le nom de Lana jusqu'à en avoir la voix rauque. Puis je l'entends, une voix faible mais sans équivoque. À l'aide, par ici. Elle est penchée, les piégée sur un éperon rocheux, encerclé par les flots tumultueux. Son bras gauche pend dans une position anormale, son visage est blême de douleur et d'épuisement. Mais elle est vivante, consciente, elle parle. Nina? Elle me fixe comme si j'étais un mirage. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue sauver Tarde à tête de mule. Je pleure maintenant, le soulagement submergeant la peur. Reste là, je viens te chercher. Le courant est si trop fort, tu vas te faire emporter? Alors on se fera emporter ensemble. Utilisant tout ce qu'elle m'a appris sur la lecture du terrain, je trouve un chemin à travers les rochers submergés. Le courant est puissant, traître, mais la détermination l'emporte sur le bon sens. Quand je l'atteins, elle tremble malgré la chaleur du désert. Ton bras est cassé? Je constate, examinant la blessure avec des mains qui ne cessent de trembler. Probablement, mais ça va, nous allons bien. Elle touche mon visage de sa main valide. Tu es venu pour moi? Bien sûr que je suis venue pour toi. Après notre dispute, j'ai cru que... Je t'aime. Je l'interromps, les mots jaillissant comme les eaux de la crue. Je t'aime et je suis terrifiée et je ne sais pas comment faire, mais je veux apprendre, je veux essayer. Elle m'embrasse alors, un baiser salé de larmes, d'eau de rivière et de soulagement. Je t'aime aussi. Les secours nous trouvent 1 heure plus tard, trempés et riant malgré tout. Ella nous serre si fort dans ses bras que je crois qu'elle va me briser les côtes. 6 mois plus tard, j'accroche mon diplôme au mur du Roberts Restoration Studio, mon nouvel atelier de restauration de céramique installé dans un entrepôt reconverti du centre-ville. À travers les grands détails et fenêtres, je vois Lana préparer ses cours de survie en plein air, montrant comment faire des nœuds à des élèves fascinés. Le vase Ming trône sur mon bureau, entièrement restauré, mais arborant de fines lignes dorées, là où se trouvaient les ongles et fissures. Le kintsugi, l'art japonais de la réparation alors, qui rend les objets brisés magnifiques en soulignant leur guérison plutôt qu'en cachant leurs blessures. Comment vont les affaires?
demande Lana, apparaissant à ma porte avec 2 tasses de café. Bien, le Smithsonian veut que je restaure leur collection de la dynastie Tang. C'est incroyable. Elle m'embrasse sur la tempe, prenant soin de ne pas me déranger dans mon travail délicat sur un vernis. Fière de toi, fière de nous. Dehors, l'automne de Montgomery peint tout en or. Nous avons prévu de dîner avec Troy et sa nouvelle petite amie, puis Ella passera dimanche pour sa séance hebdomadaire d'interrogatoire fraternel où elle fait semblant de désapprouver notre relation tout en adorant manifestement chaque détail. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu, ton professionnel. Nina James, ici le docteur Patricia Wilson, du Getty Museum de Los Angeles. Nous avons une proposition à vous faire. Une autre offre. Une autre occasion de reconstruire ma vie selon les attentes de quelqu'un d'autre. Je suis flattée, docteur Wilson, mais je suis exactement là où je dois être. Après avoir accroché, je retrouve Lana dans la cour, en train d'apprendre à un adolescent comment allumer un feu sans allumette. Elle lève les yeux, croise mon regard et m'offre ce sourire aussi éclatant que le désert qui me chavire encore le cœur. Certaines choses ont plus de valeur que la promotion. Certains risques valent pétasse, valent la peine d'être pris. Certaines pièces brisées sont plus belles une fois réparées. Nous avons construit quelque chose de vrai, fait d'argile du désert et de poussière de musée, de peur et de courage, en apprenant que l'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait, mais à choisir quelqu'un pour qui il vaut la peine de se battre chaque jour. Le soleil se couche sur Montgomery, peignant le ciel des mêmes couleurs que lors de cette première nuit où nous nous sommes embrassés sous les étoiles. Demain apportera de nouveaux défis, de nouveaux choix, de nouvelles occasions de préférer l'authenticité à la sécurité. Mais ce soir, nous sommes à la maison.